Alors, je vous invite à lire les textes de Paola Barocchi, qui sont vraiment d'une grande élégance aussi pour la langue italienne. Et nous passons maintenant à notre maître, Giovanni Macchia, dont Benedetta Papassoli est élève. Elle est professeure à Rome et elle enseigne la littérature française, comme vous le savez, et elle dirige la revue de l'histoire et littérature religieuse, spécialiste des moralistes classiques de la littérature spirituelle. Je ne citerai que les ouvrages publiés en français, Le fond du cœur, figure de l'espace intérieur au XVIIe siècle, Champion, 2000, La mémoire du cœur au XVIIe siècle, toujours Champion, 2008, Le sourire de Mentor, Champion, 2014. J'ajouterai une édition avec un large commentaire des cantiques spirituels de Jean-Joseph Surin et une traduction italienne d'une grande finesse des pensées de Pascal en suivant l'édition Cellier. Je ne peux pas citer les dizaines de volumes en langue italienne, mais je voudrais au moins évoquer, parce que c'est vraiment au cœur déjà de nos recherches, le volume des arts du colloque à la mémoire de Giovanni Getto, précisément Ettore Passerin d'Entraide, publié chez Olschi en 2014. Et Giovanni Macchia entre parfaitement dans notre projet. Et je voudrais le lier à l'autre personnalité que j'ai évoquée dans ce premier séminaire, c'est-à-dire la personnalité de Jean Rousset, puisque les deux, et d'une manière un peu secrète, pour ainsi dire, ont eu un goût spécial pour le théâtre et pour la littérature comme lieu théâtral. Mais Benedetta nous en parlera. C'est vrai que nous avons pour l'instant abondé dans le sens des rapports de la littérature aux arts, mais dans les arts, il faut toujours ajouter la dynamique du théâtre. On pourrait même dire que les littératures ont commencé, les grandes littératures, pensons à Sophocle et Euripide, etc., ont commencé avec le théâtre comme mise en scène, les mystères français du Moyen-Âge, les passions, etc., avec cette mise en scène, cette oralité également du texte, cette dynamique d'un texte vivant. Donc, je suis très heureux de continuer notre matinée avec une autre grande personnalité qui a été aussi l'un des meilleurs interprètes de Manzoni, ce qui a suscité évidemment les réserves des italianisants. Mais comment se fait-il, moi je me rappelle très bien quand je passais mes examens, que vous portez le volume de Giovanni Macchia quand il y a tant de professeurs de littérature. Donc c'est pour vous dire la richesse de cet interprète, et je donne donc la parole à Benedetta Papassoli. Merci beaucoup, Carlo Ossola, pour ces mots généreux de présentation et pour ce premier souvenir de Giovanni Macchia. Ça me fait vraiment un grand plaisir, c'est une émotion de parler de Macchia aujourd'hui ici. Il nostro maggiore saggista, le plus grand de nos essayistes, disait de lui Italo Calvino vers la fin des années 1980. Qui était donc Giovanni Macchia et comment entendre ce mot saggista qui le consacre comme écrivain plus que comme critique littéraire. Je tenterai de répondre en évoquant d'abord rapidement le profil de l'homme tel qu'il s'est narré et un peu aussi tel que je l'ai connu. Je me propose ensuite de toucher la question qui demeure incontournable de la substance, de l'originalité de sa méthode. Et enfin, pour reconstruire enfin, dans les limites du possible, le trajet de l'œuvre, avec ses noyaux thématiques, ses legs et ses fantasmes.
Assez tard, lorsqu'il était depuis longtemps un intellectuel sans manifeste, appartato, un peu en retrait et un peu impénétrable, Giovanni Macchia a livré des souvenirs personnels dans des pages autobiographiques qui sont parmi les plus sobres, les plus libres et captivantes de son œuvre. Il était né en 1912 à Trani, tout près, dans le Pouille, tout près d'une mer très bleue et très amère, Mare Azzurrissimo et Amarissimo, et d'une fameuse, célèbre cathédrale en pierre blanche, sous ce soleil du midi qui cerne les ombres et qui refoule les monstres sans les détruire. Dans une famille de magistrats qui étaient aussi ivres de musique et passionnés pour les beaux-arts. L'allegria dell'intelligenza, l'intelligence comme gaieté, fut l'expérience précoce d'un homme qui sera au fond mélancolique. Il a achevé ses études de lettres à Rome, dans l'ancienne Sapienza, à l'ombre quelque peu fantastique de la coupole de Borromini, et à 2 pas des théâtres, Teatro Valle, Argentina, où il revivait chaque fois de façon très baudelerienne une émotion primitive. Il teatro è rimasto per me un'infanzia ritrovata, une enfance retrouvée. Dans ses souvenirs, ces années de l'attente, comme il les définit, ont une allure de merveille et de miracle. Les maîtres, les amis, les lectures, les spectacles l'ont attiré vers le chemin du savoir et ils ont à la fois inauguré son long commerce avec les milieux d'une culture non seulement académique. D'autre part, au cœur des années 30, sa conversion vers la France et son choix d'une thèse sur Baudelaire, uno smidolato, un mollasson pour ses camarades compromis avec le fascisme, ont été son geste sobre, intériorisé, de résistance à la pression de l'idéologie alors dominante. Il a commencé à enseigner la littérature française à l'université de Pise, l'an de la drôle de guerre. Il a achevé son premier cours lorsque Paris était envahi par les nazis. Paris, où il avait passé pour se perfectionner sur Baudelaire une année radieuse, à côté de Gianfranco Contini, en fréquentant Jean Paulhan, Charles Dubos, Pierre-Jean Jouve, la rédaction de la Nouvelle Revue Française et l'atelier de Pisis, en assistant à l'élection de Gide à l'Académie. Le cauchemar qui s'exprimera dans ses visions tardives de Paris en ruine s'était peut-être installé en lui dès ces lointaines années. Giovanni Macchia, professeur à l'Université de Rome depuis 1949, était un homme de petite taille, avec une tête fière, aimable et distant, causeur envoûtant et ironique, dont le rire connaissait toutes les nuances qui séparent la gaieté de l'amertume. Doué d'une imagination très vive qui lui permettait de ressentir comme sien les problèmes, les nécessités, en particulier les maladies de ses amis. Il avait été un habitué dans les salons intellectuels de la Rome de l'après-guerre, en particulier chez Goffredo Maria Bellonci, fondateur du prestigieux Premio Strega. Dans l'un de ces cercles, il avait rencontré la jeune veuve qui devint son épouse. Mais il s'en éloignait petit à petit, tout comme le 68 le détachera de l'université, sans que sa vie de plus en plus recueillie perdît le parfum de l'amitié des poètes et des artistes d'un côté, des collègues et des disciples de l'autre. La scène de sa conversation, c'était désormais sa bibliothèque, 30 000 volumes, qui constitue aujourd'hui l'une des perles de la Bibliothèque nationale de Rome et qui a reflété toutes les passions de sa vie de chercheur et de collectionneur, érigeant peu à peu autour de lui les vivants piliers, encore Baudelaire, d'un temple familier. Dès sa jeunesse, lorsqu'il avait dû choisir entre la musique et la littérature, la première étant en lui, de son propre aveu, une présence trop profonde pour se traduire en activité professionnelle, il avait su que, je cite, « la littérature indique une manière
pour donner un sens à la vie, et la vie prend un sens par la littérature. Qu'elle a assez d'espace pour abriter les extases et le tragique de l'existence. Et si celle-ci se remplit alors de fantasmes ou de fantômes, si elle se double d'une profondeur fictive, cette théâtralité intérieure n'était pas pour déplaire à Giovanni Macchia, qui a tant aimé le théâtre et qui a vécu la relation critique aussi comme invention de personnages et dialogue avec des ombres. Ce n'est pas un hasard si le titre de l'un de ses livres les plus réussis, I fantasmi dell'opera, nécessite de deux différentes traductions en français, à la fois les fantômes de l'opéra et les fantasmes de l'œuvre. Aucun honneur ne lui a été épargné. On lui a décerné en 1963 le prix Marzotto, en 1977 le prix Feltrinelli, en 1980 le prix Bagutta, en 1988 le prix Médicis CC. En 1990, il reçut la Légion d'honneur, 1992 le prix Balsanne pour l'histoire et la critique de littérature, en 2000 le Grand Prix de la francophonie attribué par l'Académie française. L'essayiste Pietro Citati a décrit la dernière métamorphose de cet intellectuel courtisé par les grandes maisons d'édition. Fidèle sa vie durant au quotidien Il Corriere della Sera, auquel il donnait ses Elzeviri, au sommet d'une tradition propre à la culture littéraire italienne. Citati voit passer l'ombre de cette métamorphose sur la production de l'écrivain. Vous pouvez le lire. Cet homme très curieux, très avide, à l'esprit peuplé de livres, mais libre du poids et de l'ennui que les livres peuvent déposer, cet homme pas inquiet et léger a décidé, pour des raisons que nous ne connaissons pas, de ne pas quitter sa riche bibliothèque. Le chemin de la terre ne l'attire plus. Il n'aime plus voyager ni marcher. Le monde l'agace. Et un voile, tissé également de spleen, d'indifférence, de tendresse, est tombé entre lui et les choses. Quand il s'approche des feuilles blanches qui l'attendent, le style de Macchia change. Ce n'est plus l'écriture tamisée de la jeunesse, mais une écriture ombragée, floue, riche en assonances et en nuances, d'une éloquence et d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue, peut-être parfois légèrement ivre, comme si l'étonnement pour les facultés de somnambule qu'il possède lui communiquait un frisson continuel et un continuel sursaut. Plus sobrement, son disciple Enrico Guaraldo a noté la même évolution dans l'écriture de Macchia. Le style, je cite, « Le style de sa pensée, comme celui de sa parole, est limpide, maîtrisé, même à l'excès, peut-être dans sa jeunesse. Tandis que le style de l'âge mûr connaît aussi des abandons parfois très suggestifs. C'est vrai que la passion est le seul horizon dans lequel Giovanni Macchia ait choisi de rôder. » Je propose ici d'approcher l'œuvre de Macchia dans l'éclairage rétrospectif de ces deux images apparemment contradictoires. Les murs d'une bibliothèque qui se referme autour d'une table de travail, l'horizon de la passion qui s'ouvre, ou mieux la ferveur passionnelle qui devient de plus en plus le moteur de l'écriture, pour un écrivain un peu ivre, qui intitulera en fait le livre de sa vie, le recueil de ses pages les plus marquantes, publié en 1993, Le théâtre des passions. La carrière d'auteur de Giovanni Macchia s'est déroulée à une époque de révolution dans la critique, entre 1939 et la fin du XXe siècle. Il mourra en 2001. En Italie, il débutait alors que rayonnait l'influence de Benedetto Croce, dont il a pris ses distances en toute sérénité. La dialectique qui dominait vers la moitié du siècle dernier entre les tenants d'une vision historiciste de la littérature, éventuellement teintée de marxisme, et les partisans d'une approche philologique, ne l'a pas vu non plus rangé dans l'un des deux camps. Jacqueline Risset, dans un beau livre sur la méthode critique de Macchia,
remarque qu'après la Deuxième Guerre mondiale, à une époque d'historicisme triomphant, il a osé élaborer une histoire littéraire fondée sur la notion de désordre. Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre, est l'incipit, une citation de Diderot, de son histoire de la littérature française. L'ère de la nouvelle critique ne l'a pas changé, malgré ses antennes vibrantes pour le contemporain. Il était déjà, pour sa part, au-delà de la critique universitaire stricto sensu, mais en deçà des dictatures méthodologiques et surtout des théories qui ont voulu dissocier l'unité entre le texte, l'œuvre et l'écrivain. Jean Starobinski s'exprimait ainsi dans une interview sur Macchia en 1975, l'année où paraissaient deux de ses volumes les plus poétiques, Le silence de Molière et Baudelaire, en pleine saison structuraliste. Donc Starobinski dit « Il me semble qu'aujourd'hui le sens de l'écriture critique a été perdu. On se contente, ou en tout cas on se contentera bientôt, de classer, de construire des schémas, de démonter ou décomposer, comme l'on dit en France, dit Starobinski, des structures littéraires. Les livres de Macchia, au contraire, tendent au centre vital, souvent au centre ténébreux des œuvres littéraires. Le critique devient ainsi un créateur qui accompagne vers un autre créateur. Or, la question de la méthode de Macchia a hanté ses lecteurs, parce qu'ils ont été fascinés et pas mal déroutés aussi par le côté non systématique des livres savants jusqu'à l'érudition, qui continuaient à naître sous sa plume avec une impressionnante régularité. La question a fini par se répercuter sur l'auteur lui-même, qui s'en explique dans les premières pages du Théâtre des Passions, sans rien théoriser, mais en faisant le récit de sa quête, de ses doutes, de ses éblouissements. En étudiant Baudelaire, écrit-il, je fis une découverte qui me tranquillisa. Ce n'était pas seulement la littérature qui élargissait devant moi ses confins, c'était la critique. Baudelaire m'imposait de la sauver des auteurs de traités, des professeurs de philosophie, des doctrinaires, des systématiques. L'absence de système, précise-t-il, n'est pas absence de méthode. Attiré par le non-dit, l'inexprimé ou le musée de secrets que recèle chaque œuvre et chaque vie, s'était demandé comment approcher cette zone tourmentée qui peut paraître marginale et que Starobinski, on l'a vu, considère comme un centre. Je cite Macchia. Il fallait s'abandonner à une méthode souple, mobile, interne à la chose à approfondir, une méthode à chaque fois renouvelée. Et cette mobilité d'observation qui envisageait une relation de plus en plus directe entre ce que l'homme avait vécu et ce qu'il avait écrit et opéré, requérait un style où l'idée puisse se fondre avec l'image. En effet, Macchia dit se coudre, cucirsi avec l'image. L'essai, dans sa marche incertaine, tendait à explorer et non à définir. Il approchait presque d'une forme de narration. L'essai critique pouvait devenir un récit critique. L'essai comme récit. On aura remarqué, je pense, essai 3 fois, et narration, récit. Macchia est ici au miroir, il se met en scène, comme dans une mise en abîme. Sa poétique de la critique s'inscrit dans une narration, la méthode dans le récit de la recherche d'une méthode. Jacqueline Risset l'appelait la méthode Baudelaire, en songeant au salon et peut-être aussi au phare, où le rapport entre le critique et l'œuvre se fait à travers, je cite, le cœur germinatif de l'œuvre et par le détour de l'image. Elle évoque également Montaigne, avec la liberté de ses digressions, ses grotesques, sa vocation au dialogue socratique. Et en fait, un Montaigne italien était le titre, sans doute hyperbolique, d'un article de Hector Bianciotti sur Macchia, publié par Le Monde en 1988. Mais d'autres divinités tutélaires ont été convoquées.
Après Montaigne et Baudelaire, Roland Barthes. Macchia, dit Jacqueline Risset, fréquente ce siècle, le siècle qui a vu l'abolition complète des genres, initié justement avec Baudelaire dans le petit poème en prose et, peut-on dire, achevé avec Roland Barthes, qui montre le dépassement dans la littérature moderne de la différence traditionnelle entre écriture critique et écriture créative. Elle rappelle Georges Poulet et sa définition de la critique nouvelle, qui n'est pas la nouvelle critique. Mon idée de derrière la tête, c'est que la critique nouvelle est avant tout une critique de participation, mieux encore d'identification. Et naturellement, l'autorité de Poulet est suffisante à éloigner les fantasmes psychologisants à la Sainte-Beuve qu'une telle définition semble autoriser. Je cite encore une dernière fois Jacqueline Risset. Quant à la forme spécifique d'identification que la méthode critique de Macchia met en œuvre, il faut la voir par rapport au théâtre, au sens total comme pour Molière, au sens métaphorique comme pour Artaud, comme un jeu entre identification et dédoublement, dialogue qui se développe à partir des personnages les plus insaisissables. L'attention de chaque phrase est celle d'une mise en scène, una recita, une mise en scène de soi, un soi projeté et interrogé dans l'autre avec une anxiété profonde. L'immense bibliothèque si concrète, l'horizon si virtuel de la passion, nous alerte quant à l'ouverture du domaine d'application de cette méthode, domaine habité certes par des thèmes et des auteurs privilégiés, mais réfractaire à toute délimitation et, dirais-je, à l'idée même de spécialisation. Pour ce qui concerne la littérature française, Macchia a été l'un des rares et des derniers critiques italiens qui l'ait exploré dans son ensemble, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la plus récente modernité. Il a vécu avec elle, a-t-on dit, une histoire d'amour. Il l'a toujours considérée comme la plus libre, la plus éclairante, la plus humaine de littérature. Mais elle ne lui a pas imposé de limites. Il a été également un fin italianisant, dans ses pages sur Berni, sur le Tasse, sur Manzoni. Il a été le fondateur d'un filon d'études théâtrales auprès de la Sapienza de Rome, en faisant de l'histoire du théâtre son troisième objet de prédilection, depuis les scénarios de la Commedia dell'arte jusqu'aux mises en scène de Gordon Craig, avec de longues haltes dans ses intérieurs de Pirandello qu'il appelle la stanza della tortura. Si l'on ajoute que Macchia n'a jamais renié sa passion originaire pour la musique et pour le chant, qu'un livre comme Vita, Avventure e Morte di Don Giovanni, cher aux musicologues, résonne dans la mémoire des lecteurs de notes mozartiennes, que d'autre part, il a collectionné chez lui des peintures anciennes et modernes, paysages de ruines, portraits romantiques, objets natures mortes lucides et pâles de Morandi, et surtout qu'il a consacré aux rencontres entre les arts un livre, Elogio della Luce, tout irradié par un emblème minuscule, le verre d'eau du tableau de Lyotard, La belle chocolatière. Si l'on considère cette liberté de mouvement, cette aisance, cette sprezzatura, opposée à toute contrainte professionnelle, on reconnaît dans le plus grand de nos essayistes le reste d'un idéal renaissant, quelque chose de l'universalité de l'honnête homme, devenu désormais une irréductible singularité. Après tous ces préambules, il faut entrer dans l'œuvre de Macchia. Quand on entre dans cette œuvre, la première chose qui attire, inquiète, ce sont les seuils, les titres. Il y en a qui ne cachent rien, qui déclarent honnêtement leur sujet, et ce sont en général ceux des premières œuvres. Baudelaire critico, originale synthèse sur un aspect de Baudelaire alors peu exploité, est le seul parmi les livres de Macchia qui se présente comme une dissertation universitaire.
Peu de temps après, Baudelaire et la poétique de la mélancolie, où la critique de Macchia, comme sortant d'une chrysalide, commence sa danse entre l'ombre et la lumière. Ici, une lumière dorée de fin de journée qui fait songer à invitation au voyage. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Macchia ne perdra jamais le goût de titres simplement dénotatifs. I moralisti classici, antologie d'auteurs de Machiavelli alla Bruyère. La letteratura francese del Medioevo al classicismo. Il principe di Pelagonia, ou le titre si anodin, Saggi italiani. Mais pourquoi intituler l'essai consacré à un homme de théâtre, ce théâtre classique où l'on ne peut pas se taire, le silence de Molière? Pourquoi cacher un livre sur Proust sous l'aile d'un titre comme L'ange de la nuit? Quelle peut être l'attente du lecteur face à un titre comme La caduta della luna? Et que peut nous apprendre La scuola dei sentimenti? On dirait que les traductions françaises renchérissent encore sur ce code herméneutique, puisque Scenari secenteschi est devenu, en traduction, le théâtre de la dissimulation. Maria Bertini, une collègue qui se pose ces questions dans l'introduction de son Meridiano Mondadori dédié à Macchia, souligne la beauté chiffrée et le caractère d'emblème qu'acquièrent peu à peu certains titres-images, denses et allusifs au point de conserver, par rapport au texte qu'ils évoquent, leur mystérieuse altérité. Le cas le plus significatif me semble être celui de l'avant-dernier livre publié du vivant de Macchia en 1994, Il naufragio della speranza, qui réunit plusieurs essais sur la fin du classicisme et sur la crise des Lumières. Or, il reproduit dans la couverture le tableau de Friedrich de 1821, intitulé également Le naufrage de l'espérance. Vision d'un navire incrusté dans les glaces du pôle qui inspirera ou anticipera des vers de Baudelaire dans L'irrémédiable. Un navire pris dans le pôle comme en un piège de cristal, cherchant par quel détroit fatal il est tombé dans cette geôle. Le hasard objectif qui a voulu que ce titre fût longtemps le dernier de Macchia contribue à charger de valeurs symboliques une image qui dit à la fois une fidélité secrète à Baudelaire, une conception particulière de la transition historique entre XVIIIe et XIXe siècle, et les pensées profondes et inavouables que l'âge avancé peut inspirer à un homme. De la même manière, un titre comme Le théâtre des passions nous livre à la fois une définition personnelle de la littérature et le portrait de cet homme intérieur dans lequel l'écrivain se cherchait lui-même. Une beauté chiffrée caractérise en particulier les titres de la grande trilogie de la culture française qui occupe la place centrale dans l'œuvre de Macchia pour des raisons non seulement chronologiques. Il Paradiso della Ragione, 1960, Il mito di Parigi, 65, Les rovine di Parigi, 85, traduit comme Paris en ruine et couronné du prix Médicis. Le paradis de la raison est bien sûr la littérature française dans son ensemble, mais la portée ironique du titre ne peut pas échapper. Dès les premières lignes, Macchia présente, pour la détruire, une image stéréotypée de cette littérature qui ressemble, dit-il, à l'une de ces villes dont parle Descartes dans le discours de la méthode, d'autant plus belles et plus parfaites qu'elles ont été pensées par un seul cerveau et faites par une seule main, une ville commode et rationnelle que l'on peut parcourir sans danger avec de larges perspectives, tel le Paris de Napoléon III et de Haussmann. Ce incipit contenait déjà in nuce les titres des 2 volumes successifs, où, dans le sillage de Benjamin, Paris est élevé à mythe littéraire et culturel par excellence. Mais dès le début,
l'image conventionnelle est remise en question et la ville emblématique de la littérature est bâtie sur le bouleversement de toute mesure, comme l'a remarqué Eugenio Montale dans une recension au Paradiso della Ragione. Je cite Montale, à côté des temples du goût ont toujours existé les temples du dégoût, les créations des excentriques, des irréguliers, les audaces des réformateurs, des novateurs, des poètes réalistes et satiriques, des libertins. C'est dans ces méandres que s'engouffre la recherche de Macchia, à travers des parcours dont l'enjeu est de relier intimement raison et déraison, apogée et catastrophe, naissance et mort du mythe. Cette fois, nous demanderons des mots d'introduction à Italo Calvino, préfacier enthousiaste de Le Rovine di Parigi. Le mythe de Paris comme ville absolue, sommaire de l'univers, le Paris de Hugo, de Balzac, puis de Baudelaire et des gravures de Mérion, naît au moment même où se fait jour un présage de destruction et où l'on entrevoit derrière la multiforme richesse du spectacle urbain un paysage de désert avec ruines. Et en effet, la trilogie qui avait débuté sur l'utopie de la ville pensée par un seul cerveau s'achève par les visions dystopiques d'une apocalypse toute parisienne, que ce soit celle du rêve de Louis-Sébastien Mercier, de la plainte de Baudelaire dans Le Cygne ou des terreurs du baron de Charlus. Que l'ange exterminateur opère par les idéaux révolutionnaires, par le plan de Haussmann ou par l'avion ennemi qui fait tomber les premières bombes. La couverture du livre en traduction française évoque une ville flamboyante dans le rouge d'un immense incendie qui n'est pas sans rappeler des images récentes. D'après Italo Calvino, le vrai objet de ce travolgente poema, dit-il, est le pouvoir transfigurant de la littérature, éternellement en quête d'une ville qu'elle refait sans cesse et dont elle rêve sans cesse la fin. J'ai parlé de trilogie avec un début et une fin, mais cela rend assez peu l'idée de la composition des livres de Macchia. Recueil d'essais à travers lesquels passent des filons toujours prêts à se rouvrir ailleurs, tout comme certains matériaux d'un livre peuvent migrer vers le contexte d'un autre livre et en recevoir un nouvel éclairage. Le critique et poète Carlo Bo parlait de cette dispositio jamais définitive, conforme à l'idée d'imperfection si chère à Macchia, comme d'une mosaïque en mouvement. Pour Italo Calvino, le livre des ruines est un livre dans le livre, ou peut-être un métalivre qui traverse de nombreux écrits de Giovanni Macchia. Et en effet, la figure du métalivre, plus que celle du fil conducteur, permet de s'orienter dans l'œuvre de Macchia et d'en reconstruire la géographie. Il y a donc un métalivre apocalyptique, dont les catastrophes sont, dit Calvino, comme un trésor accumulé au fil des ans dans le calme d'une bibliothèque. Il y a des métalivres qui recueillent virtuellement les thématiques les plus familières à Macchia, dont celle, par exemple, des moralistes. Il y a le métalivre des grands mélancoliques, des malades, des fous. Et encore plus original et secret, un métalivre rôdant autour des œuvres hypothétiques, ce double de la littérature qui consiste en titres, scénarios, brouillons, projets, cas suprême d'imperfection, que l'œil de Macchia scrute avec une intuition fraternelle. Dans certains tableaux flamands, un miroir minuscule réfléchit dans le coin d'une chambre, la chambre que le tableau donne à voir. Or, il me semble que dans l'œuvre de Macchia, une page en particulier opère cette mise en abîme d'un thème cher aux critiques, celui des projets non réalisés, et de la trace qu'ils laissent malgré tout dans l'œuvre dont ils sont l'ombre et donc aussi d'une certaine manière l'âme. Je me réfère à un épisode étrange de la vie de Macchia.
En 1949, le critique encore jeune avait reçu l'immense honneur d'une lettre d'Eugenio Montale, le poète qui a été le prix Nobel italien, qui lui demandait de préfacer son troisième recueil de poèmes. Je cite Macchia en italien parce que l'inversion est presque impossible à traduire en français. Non dove provare sensazione più ineffabile Don Chisciotte nel momento in cui veniva ordinato cavaliere. Cette préface, rêve et tourment de plusieurs années, Macchia ne l'a jamais écrite. Le recueil de Montale paraîtra sans aucune préface en 1956. 30 ans après, Macchia a écrit l'histoire de la préface non écrite. Et ce faisant, il l'a écrite a posteriori, transfigurée dans un essai de lumineuse intelligence et passion pour l'œuvre de Montale. Un projet non réalisé et 30 ans de silence ont accompli la transformation de l'essai en récit et de la critique en recréation. Le Meridiano Mondadori, qui en 1997 a réuni un certain nombre d'ouvrages de Macchia, nécessitait lui aussi d'un titre forcément transversal. Celui qu'on a retenu, Ritratti, personaggi, fantasmi, rend compte de l'insensibilité de Macchia au courant, aux écoles, aux structures, etc., et de son rapport privilégié avec la singularité des auteurs ou des êtres de papier qu'ils ont fait vivre. Or, au cœur de ce rapport se niche encore une fois le dialogue avec ceux que Macchia appelait des personnages non réalisés. Dans 2 de ses livres, Le silence de Molière et Le prince de Palagonie, le critique s'est penché sur des silences mystérieux et il a voulu, jouant le rôle de celui qui pose les questions, les dessiller, les peupler de conjectures, paroles, images. Molière avait une fille, la petite Esprit Madeleine, qui n'a joué qu'une fois dans la tragédie ballet de Psyché et qui a vécu, après la mort de son père, loin de tous les regards, la vie la plus simple et impénétrable. Macchia va la chercher dans sa retraite, lui donne la parole pour parler de Molière, mais aussi d'elle-même. Créature grandie dans les coulisses de ce théâtre du monde et de la vie, plein de secrets tourments qu'elle a enfin rejetés. Cet appendice du silence de Molière se développe dans un monologue, ou presque, de la jeune femme, à laquelle Macchia donne l'existence fictive d'un personnage, avec une intensité dramatique qui a permis de mettre en scène plusieurs fois à la Comédie Française, comme dans les jardins de la Villa Médicis à Rome, mais bien souvent ailleurs aussi, cette pièce d'une seule voix. Tour à tour d'excellentes actrices ont prêté la leur à la fille de Molière, restituant ainsi à la scène et à la vie le personnage non réalisé. Je cite, « jouer un rôle ». Mais moi, j'étais seulement et de plus en plus moi-même, et au fond de ce moi-même, il y avait le vide, où un voile épais de mélancolie, de pudeur, d'inhibition, pour protéger une tendre petite flamme que je ne devais pas, je ne sais pas pourquoi, laisser mourir. L'autre personnage non réalisé que Macchia interroge au point de lui conférer une vie fictive, bien au-delà du geste critique ou herméneutique, est le prince de Palagonie. Comme dans le cas d'Esprit Madeleine, il ne s'agit ni d'un écrivain ni d'un artiste, sans doute d'un maniaque dont d'illustres voyageurs, y compris Goethe, ont visité avec trépidation le sombre chef-d'œuvre, la villa de Bagheria, peuplée de statues de monstres et inspirée dans ses proportions même au non-sens. Le prince sicilien avait déjà commencé, dans le romantisme allemand, sa vie de personnage. Il est le héros d'une œuvre de von Arnim, par exemple. Macchia, qui était lui-même un homme du Midi, le fait dialoguer avec un jeune aristocrate vénitien, porteur du verbe des Lumières, et fasciné par les argumentations du prince où la raison se détruit elle-même.
dans son effort de regarder fixement, non pas le soleil ni la mort, comme dirait La Rochefoucauld, mais le négatif, le monstrueux, le démoniaque, le néant. Cette fiction d'un dialogue entre deux hommes du XVIIIe siècle porte à la fois sur l'intemporel et sur une modernité qui n'a cessé de nous concerner, en particulier par le soupçon jeté sur l'avenir des sciences. Y a-t-il une réelle différence entre les monstres de Bagheria et les automates, les êtres pseudo-humains qui pointent à l'horizon des sciences nouvelles? Pour 2 fois, Macchia s'est donc oublié jusqu'à devenir une nouche auteur de théâtre. Dans les 2 cas, ce n'est pas simplement le nom dit d'une œuvre, c'est l'énigme d'une vie qui a sollicité son imaginaire. Un clivage subtil entre littérature et vie a été ainsi effacé. Et ces exceptions, ces infractions illuminent rétrospectivement, me semble-t-il, le rôle que la part du pré-littéraire, du potentiel et de l'inachevé a joué dans la démarche critique et créative de Giovanni Macchia. Pour conclure, peut-on parler de Macchia comme d'un maître oublié? Il nostro maggiore saggista serait-il entré dans cette autre bibliothèque inconcevable pour sa passion de lecteur, où se couchent des livres qu'on ne lit presque plus? Rien n'est moins sûr. Si l'on se souvient que, encore en 2016, son Silence de Molière a été à nouveau mis en scène au Théâtre de la Tempête et que la vitalité du personnage d'Esprit Madeleine s'est confirmée, ne fût-ce que par le trouble qu'elle ne cesse de susciter. Sa dernière interprète, Ariane Ascaride, remuée en profondeur par des souvenirs personnels, avoue: aujourd'hui encore, quand je joue ce spectacle, j'ai peur à chaque fois. En fait, je ne sais pas si le titre du séminaire qui nous réunit convient réellement à la situation de Macchia. Cependant, il est vrai que la nature particulière de son génie a d'une certaine façon accéléré le sentiment d'une perte de contact et d'un éloignement. Encore une fois, c'est Baudelaire qui nous offre les mots pour le dire. On se souvient des passages célèbres où le poète distingue dans la beauté l'élément stable, éternel, l'universel qui ne craint pas l'injure du temps et l'élément circonstanciel qui la soumet au temps et d'où dépend sa modernité. Or, un glissement léger de perspective nous permet d'appliquer cette clé de lecture à l'œuvre de Macchia et à sa manière de comprendre son rôle d'écrivain critique. Par son dialogue avec un public large, par l'infaillible beauté de ses Elzeviri, par le choix d'un format critique extrêmement mobile, Macchia a misé dans un certain sens sur le circonstanciel. Poursuivant la fascination du projet, l'ombre du possible, rien n'est plus caractéristique que son usage de syntagme où figure l'adjectif incertain, l'incerto cammino, l'incerta vita. Il a renoncé, en poursuivant cette fascination, il a renoncé à concevoir le livre comme un monument définitif. Une image baudelairienne revient encore à l'esprit, l'éphémère, le papillon nocturne, amoureux de la flamme, flambe et brûle sans regret dans son personnel rapport avec la beauté. Mais les vraies raisons de sa distance sont liées à l'accélération de l'histoire et, hélas, à la dégradation des mythes. Le modèle de culture, la synthèse intellectuelle que Macchia représente semble aujourd'hui inconcevable. Depuis longtemps déjà, les étudiants universitaires ne savent plus étudier sur ces textes. La France de son histoire littéraire les attire de loin comme une Atlantide disparue. Tout ce que j'ai essayé de dire de sa méthode montre qu'elle est, comme son écriture, illimitable, inapte à fonder d'autres écoles que celle d'une immense liberté. Ces arguments appellent naturellement un renversement du pour au contre, ou du contre au pour. Ce sont autant de raisons pour parler à nouveau de Macchia, pour souligner l'urgence de ne pas perdre le contact,
de ne pas le laisser s'éloigner avec sa bibliothèque faite à l'image de l'universalité de la culture, de ne pas oublier l'idée de littérature qui a pris cher dans son style. Dans un siècle qui a remis 1000 fois en question l'essence, le pourquoi, le pour qui de la littérature, Macchia n'a cessé d'en renouer les liens avec la musique, les arts visuels, l'histoire, l'humain, les passions, les mythes, le sens de la vie et de la mort, l'homme intérieur, dans une acception tout à fait laïque, en multipliant les jeux de l'idée, de l'image, de l'essai et de la fiction. Par cette pratique d'une métalittérature, il a disséminé des raisons impérieuses et invincibles d'aimer la littérature, dont tous ceux qui, comme moi, permettez-moi de le dire, ont pu se chauffer à cette flamme, lui sont à jamais reconnaissants. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis très reconnaissant à Benedetta Papasoli pour ce portrait nuancé, fin, élégant de Giovanni Macchia. Je le revois dans la richesse de ses approches, et c'est vrai, si on pense aux maîtres qui ont parlé de lui, on dirait qu'il n'est pas parmi les maîtres oubliés, en commençant par ceux que tu as évoqués, ces remarques magnifiques de Jean Starobinski, de Jacqueline Risset, de Pietro Cittati, surtout de Italo Calvino, dans sa recension et puis préface, et au livre sur les ruines de Paris. Dans ce sens-là, c'est encore une fois un critique, écrivain, un témoin de notre temps, quelqu'un qui nous a donné le sens profond de la richesse sans frontières de la culture européenne. Vous avez vu avec ces titres aussi des grands mythes, le mythe de Paris, le mythe de Don Juan, le théâtre des passions, le prince de Palagonie. Enfin, on peut revoir toute une constellation de chercheurs, mais j'aime surtout, parce qu'il me semble que là, on a vraiment porté en deux mots la définition de Carlo Bo, mosaïque en mouvement. S'il y a quelque chose de stable dans l'iconisme byzantin, c'est la mosaïque, et là, une mosaïque en mouvement me paraît vraiment correspondre à la personnalité de Giovanni Macchia. Et je ne connaissais pas ces passages que tu as cités, des fragments d'une autobiographie, et surtout ce refus de préface à Montale. On aurait évidemment couru au pied de Montale pour demander de pouvoir préfacer, alors que lui, il n'a pas fait, puis il le fait d'une manière rétrospective. Et je te remercie beaucoup d'avoir évoqué ces personnages inaccomplis, ce portrait posthume, parce qu'on le voit un peu dans le style de Macchia. Il y a très rarement une définition, mais des touches. Voilà, des touches. Tu as cité quelques adjectifs, et c'est vraiment encore une fois une belle manière de penser l'écriture comme quelque chose qui se fait et qui ne sera jamais fait, un peu comme Yankelevitch l'écrit. Le hasard des faits nous a porté, avec Paola Barocchi et Giovanni Macchia, à un cœur secret de la tradition européenne, le Salento, les pouilles profondes où Orient et Occident se retrouvent. Vous avez lu ce premier passage où on montre ces pouilles profondes comme quelque chose de plus proche à la mer qu'une Sicile entièrement tiraillée entre l'intérieur profond. C'était le débat
de Chacha, et ces mères qui arrivent d'un peu partout, alors que le Salento est vraiment un lieu de médiation avec les saints protecteurs venant comme Saint Nicolas de Bari de l'Orient, mais migrés après dans toute l'Europe. Et je trouve que là, il y a vraiment une racine extraordinaire. Je pense au dernier texte de Roland Barthes, qui est resté sur sa machine à taper, quand il dit « Je me suis rendu à Milan et là, vers le coucher de soleil, j'attendais le train pour Lecce ». C'est un peu comme son texte « Lumière de Sud-Ouest ». Et il avait déjà, dans ce petit texte, décrit ce qu'il voulait trouver là-bas. Cette lumière nuancée et pleine également de mirages, comme on le voit encore en allant au Puy dans les saisons opportunes. Et où il y a les cathédrales du Moyen-Âge, la présence de Frédéric II, les Arabes et les Longobards, les Grecs, beaucoup de traditions byzantines. C'est vraiment une grande synthèse de l'Europe et il est tout à fait... Il y a un génie du lieu qui a réuni ce matin Paola Barocchi et Giovanni Macchia. Ta question est en effet fondamentale. Quelle est la frontière entre l'oubli et une présence en retrait, pour ainsi dire? Je me le suis posé parce que, d'une certaine manière, les auteurs que nous évoquons sont là. Autrement, je n'aurais même pas osé faire l'affiche du séminaire. Il est vrai que Jean Rousset est constamment republié, il est vrai que Baltrosaitis est en poche, il est vrai que certains livres, pas tous, mais enfin, certains livres de Macchia sont réimprimés, le Meridiano est réimprimé, ce texte mis en scène, tu l'as évoqué. Mais ce qui me semble aujourd'hui ne plus être présent, c'est l'idée de l'ensemble de l'œuvre. On va choisir tel ou tel texte. Prenons pour Rousset, le seul texte qui est constamment réimprimé, c'est l'anthologie de la littérature baroque française, mais les autres textes, moins. Et cet ensemble est fondamental, c'est-à-dire le fait qu'une personnalité, ses grands maîtres, était telle à cause de cette je dirais, enquête riche, pleine de ferveur, et aussi pleine d'ombre, de mélancolie, de nuances. Magnifique la définition de mélancolie, qui pouvait certainement être commune à Jean Starobinski. Si on n'a pas cet ensemble, on transforme ces maîtres en spécialistes, comme nous en avons tous les jours. Mais ce n'était pas leur cas. Et c'est un peu la même chose que nous verrons chez Mario Pras. Certes, il est relu, mais certains livres seulement. Alors que, comme Giovanni Macchia, c'est l'ensemble de cette enquête sur le vivant et sur le monde qui est important. Et j'ose dire, même chose chez Roland Barthes. On l'a transformé dans un acteur de la sémiologie. Et la partie que nous verrons, qui n'a jamais été jouée dans son intégralité, c'est Roland Barthes, compositeur. Quand il était tout jeune, il voulait être compositeur. Il a écrit des partitions qui sont conservées à la Bibliothèque nationale. Donc c'est ce type d'enquête qui est important. Je ne veux pas ressusciter d'autres spécialistes, mais vivre et faire revivre avec vous, comme on a fait ce matin, des hommes à part entière. Voilà, des hommes à part entière. Et là, nous avons eu vraiment, ce matin, des deux côtés, un grand, je dirais, une espèce de fresque, ou si vous voulez, enluminure de la vraie
tradition européenne du XXe siècle. Nous avons encore quelques minutes pour des questions, notamment cette lecture, je dirais, faite par un Italien des grands textes de la tradition française. Avant de passer la parole, je voudrais encore souligner un élément que tu as évoqué, le choix entre musique et littérature. Et tu as dit, avec une très belle formule, que la musique était trop secrètement intime pour être extériorisée et devenir métier. Et là aussi, c'est quelque chose de fascinant chez Macchia. Il y a des absolus qu'on ne peut pas transformer en mots. Et il faut que chacun de nous puisse avoir cette réserve qui ne sera jamais, je dirais, contaminée, usée par les mots qui sont dans le temps. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est en deçà et au-delà du temps. Et la musique chez Macchia et chez d'autres auteurs était cela. Je pense notamment à Giorgio Petrocchi, qui a été collègue de Macchia à Rome. Et nous avons publié d'une manière posthume, hélas, ses chroniques musicales qu'il tenait pour un journal, je crois le même. Ah non, Macchia était Corriere della Sera et Petrocchi, je crois, c'était Messaggero de Rome, presque en cachette, pour ne pas montrer vraiment son désir secret et ses passions profondes. Et là aussi, on trouve une interrogation constante au monde contemporain de le rapport entre la mélodie et la dissymétrie de la musique contemporaine, l'interrogation sur les classiques, qu'est-ce qu'on fera de ces classiques avec ces musiques, etc. Et là aussi, je pense à la continuité de ces rapports que nous retrouvons chez les grands interprètes de Mozart. Parce qu'il y a en même temps la biographie, l'opéra, la partie instrumentale, le mythe Mozart, les mythes que Mozart a mis en scène et prolongés dans leur vie d'une certaine manière. Donc je suis vraiment reconnaissant. On n'est pas encore à la fin de ce séminaire, mais je vois déjà l'opportunité de publier l'ensemble de ces contributions. Ce sera une manière de transformer Maître oublié en Maître vivant. Et donc, la semaine prochaine, nous aurons du reste Alberto Manguel qui va parler du maître de Borges, Pierre Menard. Alors, il y a encore 10 minutes pour des questions, peut-être aussi réciproques, si Lina veut en poser à Benedetta, et des curiosités surtout. Voilà, alors de ma part, j'aurais juste, non pas une question, mais une curiosité. Tu as été extrêmement discrète, tu n'as rien dit de ton rapport avec Giovanni Macchia, mais pourtant tu es, si je ne me trompe pas, sa dernière élève, ou presque. Donc, il y a aussi, comme Lina l'a fait pour Paola Barocchi, j'aimerais bien que ce profil continue aussi dans ton expérience de chercheur. Il faut dire aussi que Macchia n'avait pas d'enfant. Il s'était marié avec cette jeune dame, cette jeune veuve qui avait un enfant, un fils, un petit garçon qui était un peu malade aussi, qui avait des problèmes. Et Macchia l'avait adopté par la suite. Mais effectivement, il avait pour ses disciples, ses élèves, pour les étudiants qui lui étaient fidèles, il avait une affection très vive, même jalouse. Et j'ai commencé par dire que Macchia avait beaucoup d'imagination et que cela lui permettait de se mettre vraiment dans la situation
dans la peau des autres. C'était en partie un effet d'imagination. Et cela était extrêmement vrai pour la génération un peu plus jeune qui rôdait autour de lui. Donc, on devenait un peu sa famille, une famille élargie, bien sûr, et ce qui a créé aussi pas mal d'amitié. Enfin, nous étions tout un groupe qui se relayait pour ne pas le laisser seul après la mort de son épouse, dans son grand âge. Et donc, il y a des souvenirs aussi très personnels et très, comment dire, privés qui demeurent. Et c'est vrai, il n'y a pas de grand homme quand on le voit de très près, mais il y a aussi des secrets d'humanité qui se révèlent dans cette fréquentation familière. Et donc, même les fragilités de Makia sont des souvenirs importants pour ceux qui les ont. Mais surtout, je dois dire que quand j'ai commencé à étudier la Sapienza à Rome, j'étudiais lettres, bien sûr, la découverte de ces livres. D'abord, j'ai découvert les livres de Macchia. Et ces livres de Macchia qui ont décidé tout de suite ma vocation à la littérature française. Il avait... il communiquait, il faisait passer un sens, un goût de la littérature qui était vraiment un don. Là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai lu les livres avant de connaître, parce que je dois dire que lorsque je faisais mes études universitaires, Mac a commencé à s'éloigner de l'université. Il ouvrait à ses élèves plutôt sa maison, son appartement, cette immense bibliothèque, ce temple de livres. Il y avait des livres partout. Il y avait des livres dans l'entrée, dans le salon, dans la salle à manger, partout. Peut-être à la cuisine, il y avait des livres. Et à un certain moment, les livres faisaient chanceler tous les équilibres parce que les tables tombaient sous le poids des livres. Enfin, mais ces livres étaient... Parmi les livres, il y avait les ouvertures, des peintures, des tableaux, des objets d'art. C'était tout une métaphore du genre de vie qu'il avait aimé et cultivé. Je te remercie beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions ?